Parfait. Donc, Victorine, tout ça est enregistré? Tout à fait. Parfait. Donc, tout le monde sait que c'est enregistré. C'est super. Cette année, on va réussir. Hein, l'an Ouais. dernier, on avait un peu loupé l'enregistrement et j'avais repris la conférence de 2 heures. Ouais. Donc voilà. Euh, Écoutez, je vais me mettre en intervenant principal pour ma part. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à ceux qui vont joindre à nous aussi pendant. Bienvenue aux personnes qui sont en France, aux personnes qui sont au Québec aussi. On enregistre tout ça pour notre part. Ça va être aussi, on va le rendre disponible publiquement dans les prochaines journées. Donc, ceux qui n'y étaient pas, donc tous mes collègues qui sont au boulot en ce moment, qui ne pouvaient pas y être, vont pouvoir visionner. En fait, ceux qui sont là ce matin, vous êtes mes cobayes de nouvelles, pas de nouvel angle, mais d'une nouvelle forme de lecture de la complexité que certains connaissent et que certains ont pu voir avec les années. C'est la suite de certains travaux sur la complexité qui touchent la génération de sens et qui font partie du livre qui un jour sortira, hein, qui est un livre dont vous êtes les héros pour les leaders qui veulent changer le monde grâce à une organisation. Donc, ça s'en vient dans un cinéma près de chez vous. Mais bon, pour l'instant, ça se traduit en conférences et en diverses publications. Écoutez, je vais partager mon écran. Là, ici, on se voit, mais je vais partager mon écran sur un Miro que plusieurs connaissent ici. Et ce qu'on va faire, dans le fond, je vais me présenter rapido pour ceux qui ne me connaissent pas, présenter ma petite boîte, présenter aussi l'outil qu'on va suivre. Et dans le fond, je me donne peut-être 1h15, 1h10 pour présenter ce que j'ai à présenter ce matin, pour qu'on puisse discuter un petit peu après, pour qu'on puisse voir comment ça percute de votre côté, qu'est-ce que ça génère comme idée. Dans le fond, je vais d'une part vous ensevelir, mais ultimement, il y a 4 idées dont je vais vous parler ce matin, donc je pense qu'on va savoir synthétiser correctement. Donc, je partage mon écran. Je vous ramène aussi un petit instant sur le bon écran pour le côté vidéo. Voilà. Et je me mets en principal. Voilà. Donc, je devrais me voir. Vous devriez voir mon écran en partage. Alors, on va utiliser une petite plateforme qui s'appelle Miro, que plusieurs connaissent. Je vous parle un peu de la logistique de la conférence, de la structure aussi. Je vous présente, je me présente, je présente la firme et on se lance dans cette petite aventure, ce petit voyage extraordinaire sur le mouvement et la création de sens pendant 1h15. Donc, sur la structure, globalement, vous allez voir, on va naviguer dans un Miro où je vais vous amener dans mon discours tout au long de la rencontre. On va parler de 4 thèmes que je vais résumer dans quelques secondes. Et pour ces 4 thèmes-là, il y a 4 zones d'exploration que j'ai créées pour vous avec, dans le fond, toutes sortes de choses qu'on ne verra pas toutes aujourd'hui. OK, je l'annonce déjà, je veux gérer les attentes. On ne verra pas tout ce qu'il y a là. Par contre, dès la fin de la rencontre, je vais mettre dans les commentaires et je vais rendre disponible aussi publiquement le lien vers la conférence. Et là, vous allez pouvoir aller refaire un petit peu le chemin qu'on a parcouru ensemble, approfondir aussi les choses. Donc, il y a une intro, il y a des questions à se poser, quelques thématiques qu'on va explorer ensemble, mais surtout pour la suite, votre suite, il y a des sources documentaires que vous allez pouvoir télécharger assez facilement de la plateforme ici. Donc, pour poursuivre votre exploration sur les 4 grands thèmes qu'on va poursuivre ou qu'on va explorer ce matin ensemble. Vous allez me voir aussi mettre un petit minuteur. Ceux qui me connaissent, comme Charlotte, Victorine, Denis, Isabelle, là, que je vois, là, tout ça, savent que je parle beaucoup. Alors, ce n'est pas pour vous, la minuterie, c'est pour moi. En fait, c'est pour me protéger contre moi-même. OK? Donc, je vais me donner 15 minutes par thématique pour vraiment qu'on ait la chance de se rendre au bout sans trop précipiter les choses. Ça va? Donc,
Alors, on est qui et c'est quoi la conférence? Premièrement, on est qui? Dans le cours, c'est qui? On est une petite boîte. On est une douzaine de professionnels avec une série de partenaires qui nous entourent, dont la mission première est d'accompagner les organisations, les organismes, les collectivités à créer plus de clarté. Nous travaillons sur la clarté. Pourquoi? Parce qu'on a une seule croyance, c'est que des êtres humains qui voient clair ensemble ne sont pas arrêtables. Okay? On ne peut pas arrêter une équipe qui voit clair. Mais une équipe qui ne voit pas clair, ça tourne en rond. Donc, on crée la clarté à travers différents processus, que ce soit au niveau de la gouvernance et de la vision, de la planification stratégique, de la mise en œuvre stratégique ou toute autre réalité qui requiert de la clarté pour mieux avancer. C'est essentiellement notre métier. On est petit, on veut rester petit, on ne cherche pas de mandat. En fait, le prochain client qu'on prend, c'est au mois de mars prochain. On est sold out. Donc, c'est quand même pas si mal. Alors, on s'éclate et on se fait plaisir avec nos clients et amis. On est certifié B Corp depuis quelques mois aussi, qui est un peu notre statement pour dire qu'on ne sert pas juste à faire du fric, mais on sert à générer de l'impact, ce qui fait que notre préoccupation est tournée vers la mesure de notre impact et la mesure aussi de ce qu'on transforme dans notre univers de façon économique, sociale, environnementale. Alors, ça fait partie de nos valeurs à tous les jours. Présentation courte, donc, de dans cause. La conférence maintenant, générer du sens ou générer le sens pour mieux avancer en situation complexe. En fait, la question de base qu'on s'est posée avec Victorine, avec Thierry, c'est comment générer du mouvement et de quoi on a besoin pour générer du mouvement. Et pour moi, la première réponse à leur question magique, c'était que du mouvement sans sens, ça nous fait tourner en rond. Alors, si on veut générer du mouvement, on a besoin de sens. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, à travers mes 4 thèmes aujourd'hui, c'est le défi que nous avons collectivement pour générer ce sens. Alors, j'ai 4 messages à vous livrer aujourd'hui. Je vous les livre tout de suite. OK, on va cesser l'attente, la curiosité. Je vous donne les 4 messages. Après, on va explorer ces 4 aspects-là et on va essayer de trouver des clés, des outils, des façons d'interpréter les choses, des modèles. Moi, ce que j'appelle des velcro intellectuels qui vont permettre de nous attacher à des nouvelles pratiques, des nouvelles formes de décodage pour nous permettre de mieux agir comme praticiens. J'entends quelques micros ouverts. Je ne sais pas si on peut bien les fermer pour ceux qui ne les ont pas fermés, juste pour être bien certain qu'on ne s'empile pas là. Voilà, super, merci beaucoup. Donc, 4 messages aujourd'hui pour vous. Je les lis un petit peu de façon télégraphique pour être bien certain de bien convier le tout. Et après, on s'envole ensemble. Premièrement, premier fait, l'accélération des changements nous oblige à aborder le développement des collectivités et des organisations de façon différente. C'est-à-dire qu'on va voir que nos organisations de collectivités ne réussissent plus à intégrer la succession des changements fondamentaux qui leur sont imposés. Il y a trop de changements, il y a trop de choses qui bougent et il n'y a pas trop peu de capacité à recevoir, mais il y a une saturation dans la capacité à recevoir le changement et à se développer un futur. Premier point qu'on va voir ce matin. Deuxième point, je ne pouvais pas faire l'économie de faire un détour COVID en disant ici que la COVID n'a pas créé de nouvelles tendances ou de nouvelles réalités, mais elle en a plutôt accéléré. Et on va essayer de voir quelles sortes ou quelles sont les tendances que la COVID a accélérées et qu'est-ce que ces choses-là signifient pour nous. Et fondamentalement, ce qu'on va vouloir aussi peut-être expliquer ou mettre en relief, c'est le fait que la COVID a provoqué des brisures dans nos repères collectifs. C'est-à-dire qu'en accélérant des tendances, elle a forcé des choses et il y a une forme de déchirure, de brisure dans certains de nos repères collectifs brisures qui ont un impact fondamental sur notre capacité à générer du mouvement collectif.
qu'on le voit de strate en strate dans nos collectivités, des groupes de personnes, des réalités qui ont de la difficulté à se recomposer pour mieux avancer ensemble dans notre suite. Troisième point, on va traiter de la création de sens. Comment générer du sens? Où pouvons-nous trouver du sens afin de générer du mouvement? Comment faire émerger quelque chose qui existe peut-être déjà, mais qui est tacite ou qui n'est pas cultivé activement ou qui n'est pas compris, nommé. Alors, comment le nommer, comment le reconnaître, comment le mettre en relief, comment agir pour faire voir un sens ou faire développer un sens. On va voir que la création de sens, elle est sociale. Donc, quels sont les contextes, les moyens, les actions qu'on peut faire pour magnifier, amplifier le sens dans nos collectivités, nos organisations, afin de donner un ancrage au mouvement collectif. OK? Donc, troisième point. Quatrième point, je vais vous parler des processus stratégiques de la révolution, qui était l'objet de ma conférence de l'an dernier au Voyage extraordinaire. Mais on va voir comment, justement, l'évolution des processus stratégiques ou la nécessaire évolution des processus stratégiques doit aller, dans le fond, d'un attirail d'outils pour faire de l'analyse à un attirail d'outils pour créer du sens et pour guider l'évolution dans un sens et pour guider, dans le fond, un développement collectif qui est émergent. Donc, on va parler de stratégie émergente, mais surtout, je vais me concentrer aujourd'hui sur les outils où je vais donner la version de mes explications d'outils que nous utilisons avec nos clients pour voir comment ils servent à soutenir le sens. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est tissé dans nos outils pour créer du sens. Donc, on va terminer là-dessus dans un quatrième temps. Et après, on pourra échanger. S'il y a des questions, hyper ouverts à échanger, à faire évoluer les idées. Et voilà. Donc, ça nous mène jusqu'à 9h30 heure du Québec, 15h30 heure de France. J'espère que le menu vous intéresse. Vous pouvez encore partir. Donc, voilà. Maintenant, on plonge dans nos 4 thématiques et je prends une clémentine pour me lancer. Voilà. Donc, première thématique, un contexte où le complexe prend le dessus sur le compliqué. Certains qui ont déjà entendu mes conférences, pris mes formations, connaissent un peu la matière, mais vous allez voir, il y a une mise en relief à faire aujourd'hui pour être certain que nous travaillons sur le même plan. Alors, je zoome. Dans le fond, ce qu'on va voir ici, hein, c'est que l'accélération des changements et le développement de l'incertitude provoque des effets d'interaction hein, ou génère un impact sur les mouvances et sur les collectivités humaines qui provoque un accroissement de la complexité. On va parler de VICA ici. OK? C'est un peu la résultante en bas de ma colonne. On va dire que le VICA est un peu à la base hein, de notre perte de sens. Mais là, laissez-moi vous conter l'histoire pour y arriver. Donc, le premier fait que je veux vous poser, et là, on va reculer d'à peu près 900 ans pour parler ensemble, pour ancrer notre échange et, dans le fond, pour créer du sens. On va le dire comme ça. Vous savez probablement hein, qui a 1000 ans hein, ou qui a 900 ans. On est en 1050, hein, vous naissez, vous êtes un enfant, et dans le fond, le monde dans lequel vous êtes est un monde qui est sensiblement similaire à celui de vos parents, qui ont une espérance de vie de 35-40 ans, qui lui-même, dans le fond, même monde, est similaire à celui de vos grands-parents, hein, qui, eux, sont nés il y a peut-être 60 ans. Bon. Et comme enfant, vous allez grandir dans un monde qui va changer relativement peu. C'est-à-dire que sur 100 ans, hein, on pouvait voir très, très peu de changements technologiques.
très peu d'évolution sociale. C'est-à-dire que les structures de reproduction sociale, c'est qui le chef? C'est qui celui qui possède? C'est qui celui qui ne possède pas? Les structures économiques, sociales, technologiques étaient stables. En fait, ce qui bougeait le plus, presque, c'était la mortalité, c'était donc les guerres, les épidémies, les famines. C'était ça l'actualité. Alors, finalement, on se retrouvait dans des collectivités où, bizarrement, on avait une plus grande capacité à s'adapter aux épidémies qu'aux changements technologiques. OK? Une épidémie, ça passait. Un changement technologique, c'est plutôt durable. D'accord? Donc, on se retrouve dans un environnement où la mouvance est très lente et la capacité d'une collectivité à s'adapter à un changement fondamental, ben, elle est là, mais elle est lente. C'est-à-dire qu'une invention transformative comme l'imprimerie a presque pris 200 ans, 150 ans avant de réellement changer complètement les structures sociales de l'Europe, les structures économiques, les structures technologiques d'une certaine façon aussi. Donc, peu d'évolution technologique, lente capacité à s'adapter, mais ça va. On pouvait suivre, on savait suivre. Je nous amène au 19e siècle, début du 20e siècle. On se retrouve dans un rythme d'accélération, de création, de développement technologique, d'évolution scientifique, d'évolution économique, révolution industrielle, invention de la machine à vapeur, développement du rail, invention du téléphone, développement des réseaux électriques. À peu près une transformation technologique par 40 ans, 30 ans, 50 ans. Et ça tombait bien parce que à cette époque-là, ce qu'on peut comprendre, c'est que, bon, on a une invention, elle prend 40 ans, 50 ans avant de s'imprimer dans le tissu social. Donc, on a 50 ans comme collectivité, on a une génération, en fait, pour, encore une fois, s'adapter. Ça ne prend pas 100 ans, et ça ne prend pas 3 ans. Ça prend une cinquantaine d'années, une génération, pour suivre la marche. On arrive à aujourd'hui, en l'an 2021. Et là, on comprend, on voit, on constate que des technologies qui ont le pouvoir de nous transformer collectivement, c'est-à-dire d'avoir un réel impact sur les structures économiques, donc les structures compétitives, la marge du capital d'un côté, de l'autre côté, le développement des collectivités, les assemblages sociaux, sur aussi même notre capacité à accélérer la science, c'est-à-dire donc que ces transformations-là, ces nouvelles découvertes qui peuvent transformer le tissu de notre société, bien, elles n'arrivent plus aux 40 ans ou aux 50 ans, elles arrivent aux 5 à 7 ans. Et je parle de toutes sortes de réalités. On peut parler évidemment des développements biotechnologiques, nanotechnologiques, de l'impression additive, l'impression 3D, de la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle, de l'info nuagique, bon, de tout ce qu'on entend qui, en soi, chacune, dira Thomas Friedman dans son magnifique livre « Thanks for being late », qui va faire dire à Thomas Friedman que, dans le fond, le problème ou la difficulté, c'est que, en fait, chacune de ces inventions ou technologies a le pouvoir de changer notre structure économique et sociale, c'est-à-dire de donner un réel avantage à ceux qui la maîtrisent. Et l'affreux problème ou défi dans tout ça, c'est que chacune de ces technologies-là s'additionne ou se multiplie les unes par les autres. C'est-à-dire que l'info nuagique avec l'intelligence artificielle, avec la recherche biotechnologique ou avec le reste de la science qui se développe, tout ça s'additionne. Donc, on voit une accélération fabuleuse des transformations fondamentales que nous vivons. Aux 5 à 7 ans. 5 à 7 ans, là, on n'est plus dans l'espérance de vie d'une personne ou d'une génération. On est à l'intérieur d'une vie. Et là, ce qu'on découvre, ce qu'on comprend socialement, psychosocialement, on pourrait dire, c'est que les capacités des structures humaines à s'adapter ont énormément de difficultés à aller plus rapidement que 10 à 12 ans. C'est-à-dire le temps de
hein, je dirais presque, c'est un tiers de carrière, hein, humaine pour s'adapter à un changement fondamental, pour, pour digérer, pour ne pas être largué, pour avoir encore sa place. Bon, donc, 10 à 12 ans pour s'adapter, des technologies aux 5 à 7 ans qui se chevauchent les unes les autres et qui s'additionnent, vous voyez un peu le foutoir. Alors, qu'est-ce que ça fait? Et je le résume comme ça. Ben, ça fait qu'on est arrivé à une époque humaine où notre capacité à s'adapter est plus lente que l'accélération folle des éléments transformatifs qui nous sont j'allais dire proposés, mais je dirais presque assénés. Donc, vous voyez un petit peu la courbe ici, là. On est dans la merde, on va le dire comme ça. Et de là émerge ce qu'on va appeler de la complexité. C'est-à-dire cette forme de, et on va le voir dans quelques secondes un petit peu plus bas, cette forme de déconnexion sociale ou de diffusion sociale où on n'a plus tous les mêmes repères pour voir les mêmes choses, où on ne pense plus la même chose, où on ne parle plus la même chose, on n'a plus les mêmes mots. Il y a des sachants, il y a des personnes qui sont un peu larguées dans les connaissances ou qui sont dans des zones moins favorisées ou qui ont moins de... Bon, ça, c'est le social. Il y a un futur qui lui-même est de moins en moins prévisible. Que la personne qui peut m'annoncer ce qui va se passer dans 30 ans me le dise. On peut savoir à grands traits directionnellement, mais c'est très, très, très difficile de voir où va le monde aujourd'hui. Donc, perte de repères. Perte de repères qui, aujourd'hui, nous amène à une forme de point de rupture. OK? Rupture dans notre capacité à voir ensemble et à se mobiliser dans l'action. D'où l'émergence de phénomènes sociaux, je dirais presque quasi religieux, c'est-à-dire de zones de croyance, hein, de sous-groupes qui se mobilisent autour de leur propre vérité, qui leur génèrent leur propre sens. Et là, on a une multiplicité des vérités qui se superposent. On va appeler ça un phénomène postmoderne. OK? Donc, nos systèmes d'analyse ne suffisent plus, ne suivent plus. Nos systèmes de prise de décision, d'accompagnement du changement, tout ça est rendu hautement inefficace. Nos organisations hiérarchisées, et Denis, tu seras content de m'entendre, évidemment, ne suivent plus. D'où l'émergence d'approches d'entreprises libérées, de gestion plus aplatie, de collaboratif. Tout ça, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un jeu. C'est une recherche de façon à être plus efficace dans le monde qui change trop vite. Mais on reste dans des structures décisionnelles, des structures de changement, des structures de planification qui sont vétustes. Qu'est-ce que la vétusté? C'est quelque chose qui est plus adapté, c'est quelque chose qui ne sert plus, qui ne génère plus sa réponse comme elle le générait dans le passé. D'accord? Donc, on est dans un monde complexe. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Exemple, des impacts dans nos organisations qu'on peut voir. Accroissement des propositions de valeur disruptives. Hein? Ce n'est pas nos compétiteurs actuels qui vont briser notre force d'organisation. C'est des nouveaux entrants qui arrivent par le champ gauche. L'accroissement des rythmes de changement organisationnel, notre capacité à suivre le rythme. L'interdépendance entre les systèmes organisationnels. On veut changer un petit processus, ça touche les systèmes informatiques, qui touche les conditions de travail, qui touche ici. À chaque fois qu'on veut faire un petit changement, on tire un fil et on détricote le gilet. Sur-segmentation des clientèles. Il y a des milliers de sous-segments. On est dans l'hyper-segmentation. Accroissement des requis de rapidité par rapport à la perfection. Notre rapport à la perfection change. On ne peut plus faire parfaitement. On doit faire à temps, le mieux possible. Le mieux est l'ennemi du bien, dans ce cas-ci. Et ultimement, défi croissant pour garder nos équipes dans la même histoire. Est-ce qu'on vit la même chose? Est-ce qu'on voit la même chose? Et quand je dis nos équipes, c'est plus que nos organisations, parce qu'il n'y a pas une organisation qui peut vivre seule. C'est l'organisation avec ses parties prenantes, avec ses interacteurs. Donc, sommes-nous dans la même histoire? Sommes-nous dans la même trajectoire? Est-ce que nos bases pour construire sont les mêmes?
Et ultimement, dernier point, on voit un accroissement de la nécessité de résilience par rapport à la nécessité d'efficience. Est-ce qu'on veut des systèmes plus tendus, plus efficients, ou on veut des systèmes plus robustes, plus résilients? Donc, et on le vit le paradoxe dans nos organisations, on le sent, on le voit. Donc, tout ça provoque, et là, je vais le résumer, de la complexité. Je rappelle la définition de complexité qui vient du latin. Edgar Morin nous le rappelle en bas dans le petit clip. Hein? Le mot complexité vient du mot complexus. Hein? Le mot complexus signifie tisser ensemble, tricoter. Tout est interrelié. On ne peut plus atomiser les choses, les régler de façon technique, recoller les solutions. On est dans des systèmes complexes où, quand on touche à un élément, on interagit avec les autres éléments. Donc, on ne peut plus agir sur une unité dans le système, on doit agir sur le système, sur le mouvement du système. Je viens de résumer la notion de complexité rapidement, mais essentiellement, c'est ça. On peut aussi en parler de la façon suivante en parlant du VICA. Alors, Charlotte sera, elle aussi, heureuse de m'entendre là-dessus. Évidemment, le VICA, c'est quoi? Et je le résume, c'est le monde à la fois complexe, volatile, ambigu et incertain dans lequel on vit. L'addition de ces éléments-là crée un environnement de complexitude, OK? C'est-à-dire un environnement où, ici, il y a le résumé que vous pouvez relire, un environnement qui ressemble à celui-ci, OK? Et je vais même ajouter 2 minutes pour bien vous en parler. Voilà. Donc, je résume le schéma de la complexité ici, mais en fait, j'ai une formation de 8 heures sur ce tableau, alors vous comprendrez que je vais être rapide. Le VICA se matérialise dans 2, voire 3 grandes réalités. La première, c'est celle de la complexité dite sociale. OK? Donc, la complexité sociale, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est à la fois la superposition des langages différents entre les parties prenantes. Ça peut être donc le fait qu'on ne se comprend pas, mais ça peut être aussi, ultimement, la mésentente, c'est-à-dire une divergence d'intérêts, une divergence de connivence qui fait qu'on arrive dans une zone de conflit. Alors, beaucoup de complexité sociale génèrent du conflit ou expriment du conflit. Et bien souvent, la complexité sociale, elle se crée comment? Elle se crée par la perte de repères collectifs. C'est-à-dire que si on n'aspire plus aux mêmes choses, si on ne voit plus les mêmes choses, on a une dissolution de ces repères et un accroissement de la complexité sociale. Donc, plus de complexité, plus d'incertitude du point de vue social. Deuxième type de complexité, et là, je vais m'y diriger sur ma petite tablette ici pour mieux vous pointer. Deuxième type de complexité qu'on peut constater, c'est la complexité dite dynamique. Alors, qu'est-ce que la complexité dynamique? Eh bien, la complexité dynamique, c'est l'incertitude face au futur. C'est-à-dire, est-ce que le futur est plus stable ou il est moins stable? Est-ce que je peux construire aujourd'hui avec une certaine vision du futur qui me permet de prendre de meilleures décisions? Ou est-ce que le futur, il est tellement incertain que je ne sais plus quelle option choisir en fonction de mes besoins? Vous savez, c'est un peu comme si vous ne savez pas si vous allez habiter encore 1 an, 2 ans, 10 ans ou 40 ans dans votre maison. Alors, si vous ne savez pas si vous allez être dans votre demeure dans 1 an, vous ne prendrez pas les mêmes décisions. OK? Que si vous savez que vous allez y être pendant 2, 3, 4 ou 5 ans. C'est peut-être la meilleure façon de le voir dans nos vies. Alors, plus de complexité dynamique, plus de complexité sociale et plus de phénomènes de rupture qui, ultimement, génèrent même des nouvelles problématiques où nous n'avons pas de réponse et que nous ne savons même pas décoder. Par exemple, la COVID est une problématique qu'on a pris du temps à décoder ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne sait même pas nommer le problème? On ne sait même pas reconnaître le problème. Évidemment, le futur fout le camp, évidemment, la cohésion sociale fout le camp, et on se retrouve un peu dans cette perte de sens. Je terminerai ici, donc, en résumant. On passe d'un environnement où nos problèmes traditionnels étaient sur l'identification de la clarté des problèmes, sur les causes, sur la logique technique, sur la prévisibilité des variables, sur la convergence des opinions autour des experts. L'expert nous donnait une réponse aux problèmes atomisés qu'on réglait et qu'on recollait dans une solution qui vient du compliqué, c'est-à-dire qui
qui est atomisable. Ça, c'est l'approche traditionnelle et c'est la réalité traditionnelle. Elle existe encore. Le seul problème, c'est que le complexe a pris le dessus. C'est-à-dire que notre problème technique initial lui-même s'est vu un peu enseveli, submergé par la complexité. Et là, on se retrouve dans une réalité où les problèmes, eux, sont beaucoup plus diffus. Les réponses sont souvent non techniques, sont collectives. Les variables sont instables dans le futur. Il y a des divergences de vision. Il y a de la confusion et ce que moi j'appelle de l'autodigestion organisationnelle. Quand on tourne en rond, c'est qu'on ne sait pas où aller. Quand on tourne en rond, c'est qu'on ne voit pas où aller. Quand on tourne en rond, c'est qu'on ne se comprend pas. Et on tourne beaucoup en rond. Donc, c'est un peu ce à quoi on assiste dans nos réalités du moment. Je vous inviterai à aller lire quelques sources sur les Wicked Problems de Hofstadter, sur les façons d'accueillir la complexité, la notion de VUCA, les modèles de Snowden aussi. Il y a toutes sortes de choses à aller voir. Je suis certain que ça va vous intéresser. Donc, c'était mon premier point et j'ai dérapé de presque pas trop longtemps. Alors, environnement complexe, incertitude du futur, VUCA. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Bien, finalement, on était déjà un petit peu dans ce genre de flottement-là il y a un moment, hein, il y a 2 ans, et bang, la COVID nous tombe un petit peu dessus. Qu'est-ce qu'elle génère, la COVID? Hein? Elle génère un paradoxe. Génère un paradoxe pour le mouvement, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, la COVID a un peu fait éclater un certain socle de sens. C'est-à-dire que des tendances qui tranquillement s'installaient chez nous, pour lesquelles on peinait à s'adapter ou qu'on travaillait à s'adapter hein, de façon constructive, se sont subitement accélérées. Okay? Ces tendances-là se sont précipitées à vitesse grand V, un peu sans qu'on les voit aller, assurément malgré nous. Donc, avec cette accélération-là des changements, on a pu perdre un peu notre capacité collective. Hein, ça a mis à mal notre capacité collective à les accepter, ces nouveautés-là, positives ou négatives. Et dans le fond, c'est des ruptures hein, qu'on a vues. Des ruptures sur toutes sortes d'aspects. Ça peut être des ruptures organisationnelles. Ça peut être des ruptures d'attachement à des réalités. Il y a peut-être des réalités desquelles on s'est détaché. Et peut-être que c'est une bonne nouvelle, en fait. Hein. Peut-être que finalement, on s'est libéré de certaines choses. L'accélération peut aussi être positive. Mais peut-être aussi qu'on s'est détaché d'éléments fondamentaux qui sont encore nécessaires et pour lesquels on doit se recréer, on doit se rattacher, on doit se rassembler à nouveau. Donc, on doit recréer des choses ou des bases pour mieux avancer ensemble. OK, donc, les questions qu'on peut se poser, et je vous inviterai à lire le texte en haut pour remettre tout ça en perspective plus tard, c'est qu'est-ce que la pandémie a accéléré comme tendance dans mon environnement? Quels repères ont été brouillés par la pandémie? Qu'est-ce qui ne reviendra pas comme avant? De quoi devrons-nous prendre soin afin de retisser le sens et les repères nécessaires à notre action collective? On va devoir prendre soin. On ne pourra pas repartir comme on était sans trop réfléchir. On va devoir prendre soin de certains éléments fondamentaux sur lesquels on va se construire. Risquons-nous de manquer de nouveaux phénomènes, en tentant de forcer un retour à nos anciens repères? Parce qu'évidemment, le système immunitaire collectif, il fait quoi? Il nous donne le goût de revenir à l'ancienne. Il nous donne le goût de revenir à ce que c'était. On veut repartir le plus rapidement possible. Donc, c'est très séduisant dans ce que j'ai appelé notre redémarrage, c'est très séduisant de dire, ben voilà, on revient à l'ancienne, on redémarre. Mais est-ce qu'on pourrait rater de nouveaux phénomènes? Est-ce qu'on pourrait rater des opportunités? Ou est-ce qu'on pourrait se faire mal en pensant que tout est revenu à la normale alors que ce n'est pas le cas? Il y a des brisures. Et ici, je vais le dire de la façon suivante, et c'est ma thèse, et je ne suis pas le seul. En fait, c'est que la pandémie, elle n'a pas créé une nouvelle tendance. Elle en a accéléré. Et quoi qu'on en dise,
on n'en ressort pas indemne. On veut redémarrer, donc on est positif face à la suite, mais on n'en ressort pas indemne. Qu'est-ce qui ne reviendra plus? Quoi doit-on travailler à recréer? Je le vois chez mes clients, il y a un réel tissu interactionnel à recréer. On a perdu des choses. OK? Quelles sont les transitions de rôle, les transitions d'objectifs, les moyens, les transitions de moyens hein, que nous devons réaliser dans nos organisations? Donc, tendances qui ont été accélérées. J'en résume quelques-unes ici. Numérisation, digitalisation. Je n'ai rien à vous dire là-dessus, vous savez tout. La place des services collectifs et le maintien des conditions saines d'exercice. On a redécouvert des éléments de notre société qui étaient rendus opaques, qu'on ne comprenait plus, qu'on ne voyait plus. Bien, ces éléments-là, nos services de santé, nos EHPAD, CHSLD, donc il n'y a pas d'enfance, CHSLD au Québec, tout ça reprend sa place chez nous. Donc, tout ça pour dire que ces éléments-là nous frappent et on le constate. Tout le monde les voit. On ne peut pas les ignorer. Les limites de l'optimisation des chaînes de valeur par rapport à la robustesse, tel que je le disais tout à l'heure. L'organisation de la vie au travail. On a vécu par obligation le distanciel. Qu'est-ce que ça va être le retour? C'est quoi le bimodal? Comment vivre le bimodal? Et on sait que ça va être ni facile peut-être, et peut-être même pas jouable bien. L'utilité de la présence. À quel moment on doit être présent, à quel moment on peut être à distance? La notion d'autonomie, les formes d'encadrement au travail. Contrôler la présence ou contrôler le résultat. C'est toutes des choses qui ont été mises un peu en lumière ou qui ont été surlignées depuis la COVID. L'engagement de l'organisation face à ses membres. Comment se mobiliser dans l'adversité. Il y en a qui ont réussi magnifiquement le coup, qui se sont resserrés. Il y en a qui ont constaté à quel point leur tissu collectif était faible et qui se sont désagrégés à la COVID. Comment on respecte les sphères professionnelles et personnelles? Autre choc. Comment on partage les risques dans tout ça? Autre choc. Donc, vous voyez, et je n'en nomme que quelques-uns, mais évidemment, ce sont tous des phénomènes qui existaient avant, mais on les a en pleine figure avec la COVID. Bon. J'aime beaucoup, vous l'avez peut-être vu, je les résume ici rapidement, vous les lirez dans son article ici, dans un article ici, les 6 questions de Bruno Latour, le sociologue, OK, sur à se poser pour ressortir sainement de pandémie. OK? Et essentiellement, ça tourne autour de 2 grands pôles de questions. Le premier, c'est quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu'elles ne reviennent pas? Et pourquoi? Et comment on peut faire pour en sortir, pour gagner de ce qu'on vient de vivre? Quelles sont les activités maintenant suspendues qu'on souhaiterait qu'elles reprennent et qui ne reprendront peut-être pas aussi facilement qu'on voudrait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et comment on peut aider les personnes aussi à vivre dans tout ça, ceux qui nous entourent, nos équipes, nos organisations, nos collectivités. Comment recréer du nous en lettres majuscules? Comment être ensemble dans ces choix-là? Alors, les questions se posent de façon personnelle, mais on pourrait aussi dire qu'elles se posent de façon collective. On est ici dans déjà des questions qui nous amènent au sens. Qu'est-ce qui est important pour nous? On ne peut pas répondre à ces questions si on ne peut pas comprendre ce qui est important pour moi, pour nous, pour vous, pour nous, le grand nous collectif. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on ne veut pas? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour que ça se produise? Alors, essentiellement, les questions de Latour nous amènent dans ça. Et c'est une occasion, dans le fond, qu'on n'a qu'une fois peut-être par 100 ans pour se la poser. Donc, petit clip ici que je vais vous laisser lire sur l'importance de la résilience par rapport à l'efficience.
Énormément de littérature sur la question depuis un an, évidemment. On le voit dans les chaînes d'approvisionnement. Je peux vous dire que je n'ai pas un client en ce moment qui est dans le manufacturier, qui a besoin de composantes, qui en ce moment ne souffre pas d'un manque de composantes. C'est-à-dire que tout le monde voit éclater le flux tendu qu'il avait construit et se retrouve dans des situations où la réelle question est celle de la robustesse, de la capacité à livrer, à y être. OK? C'est partout. Donc, le message, la pandémie, elle n'a fait qu'accélérer le processus en nous obligeant à prendre acte de certaines limites de nos systèmes collectifs ou encore à faire émerger des objectifs tacites qui nous habitent, qui nous habitaient et qu'on doit re-questionner. Alors, Bruno Latour, encore lui, parle de grands déconfinements collectifs. Il y a du déconfinement d'idées aussi. Est-ce qu'on doit se déconfiner de l'idée de croître pour croître, de la croissance à tout prix? Est-ce qu'on doit se déconfiner de l'idée où l'être humain doit nécessairement prendre le dessus sur la nature? Bon, donc, les grands déconfinements d'idées, ceux qui ont construit l'économie des 200, 300 dernières années, depuis les Lumières, depuis le monde moderne, de quoi doit-on parler pour avancer? Alors, là, vous voyez, je sais en deux niveaux. Un niveau personnel, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas? Où est-ce que je veux travailler? Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux comme vie? Questionnement organisationnel. Que devons-nous être comme organisation? Qu'est-ce qui ne tient plus? Comment devons-nous repenser notre logique? Mais aussi, qu'est-ce qui ne tient plus largement socialement? Comment devons-nous réfléchir notre logique collective? Et là, je nous ramène à la complexité sociale de tout à l'heure. On le constate tous, en France comme au Québec. La complexité sociale, l'incertitude du futur nous pousse dans nos retranchements, dans des zones où on peut recréer du sens. Et les zones où on peut recréer du sens facilement et rapidement, c'est les zones qui nous offrent des réponses simples, évidentes aux problèmes complexes que l'on vit. Et ces réponses simples et évidentes-là sont constamment construites sur ou des faussetés, ou des simplismes, ou des croyances que l'on méprend, des faits, des croyances que l'on méprend pour des faits. Donc, on le voit dans tous les sous-groupes qui se construisent, qui se développent un peu autodigestifs avec leur propre logique, hein, avec leur propre réalité, qui deviennent des forces presque sociales à travers les réseaux sociaux. Donc, on a un éclatement du sens, une recréation de sous-groupes de sens, mais en même temps, on fait face à des défis collectifs pour lesquels on doit se rallier. C'est ça le grand paradoxe. Éclatement du sens, retranchement dans des sous-groupes de sens, mais en même temps, des défis collectifs absolument monstrueux. La COVID, c'est ce que ça a créé. Voilà pour cette partie-ci. Article de Bruno Latour extrêmement intéressant, ces questions. Boston Consulting Group sur à quel moment la résilience devient plus importante que l'efficience et les impacts des approches stratégiques et de la stratégie émergente. Je le rappelle, un peu l'approche théorie de Mintzberg sur la planification stratégique émergente qui vraiment reprend toute sa place dans un contexte de futur incertain et de besoin de sens dans notre contexte COVID. Donc, c'était le deuxième point, l'accélération COVID ou le paradoxe qu'il pose au mouvement collectif. Troisième axe, et là, je veux vraiment centrer la discussion ou l'exposé. Hein, on n'est pas encore en train de discuter, j'expose, on pourra en jaser. Les 8h47, tout va bien, Madame la Marquise. Générer du sens pour mieux nourrir les repères collectifs. Alors, je pense qu'on comprend intuitivement ce que veut dire, ce que signifie le sens, la notion de sens. Maintenant, quand même, on doit s'y attarder un peu, s'en rapprocher pour comprendre quels sont les vecteurs de création de sens. C'est-à-dire, qu'est-ce qui doit exister pour que le sens émerge? On ne peut pas
ne peut pas conjuguer ce mot-là, l'impératif. Hein? On doit le provoquer, on doit le faire émerger par différents moyens. Donc, quels sont les moyens de faire émerger du sens? Mais avant tout, qu'est-ce que la création de sens? Plusieurs théories autour de ça, plusieurs penseurs, chercheurs, la philosophie nous a fourni plein de sources intéressantes, mais ici, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de Carl Wick. Carl Wick, qui, quand même, je pense, du point de vue managérial et du point de vue de la recherche en psychosociologie, je pense, fournit des lumières assez intéressantes, puis qui sont intéressantes à lire pour tout gestionnaire, tout acteur qui veut un peu se développer sa pensée là-dessus. Je pense que c'est des sources intéressantes. Il y en a juste en bas aussi, je vous fournis. Donc, je lis un peu l'intro ici. La disparition des repères collectifs au sein de nos organisations dans la sphère sociale, elle nous impose de nourrir activement nos repères qui sont tacites. Donc, des repères collectifs qui, eux, sont enfouis, sont tacites, sont parfois perdus, parfois diffus. On doit les magnifier, on doit les remettre sur la table plutôt que sous la table. Et ça, ça veut dire donc peut-être de créer des espaces organisés, des contextes, des processus où peut se développer ou se redévelopper ou se raffirmer ce sens collectif-là, qui est ces repères collectifs. Donc, et comme je le disais tout à l'heure, les processus traditionnels, nos méthodes pour s'organiser, ils sont hautement inefficients pour générer du sens. Ils sont extrêmement efficients pour diviser le travail. Ils sont hautement efficients pour contrôler le travail. Mais ce faisant, ils dépossèdent les gens qui sont dans un travail segmenté ou fragmenté et ils isolent les individus du sens collectif. OK? Ah, il y a une caméra, il y a un micro ouvert, s'il vous plaît, à fermer. S'il vous plaît. Merci. C'est Thierry qui a ouvert. Thierry, je te mute. Voilà. Donc c'est ça. Alors, qu'est-ce qui doit exister pour retisser du sens, pour remplacer nos systèmes organisationnels qui, eux, deviennent, ma foi, non seulement insuffisants, c'est-à-dire qu'ils font même pas mal le boulot, ils nuisent à la création de sens. Ils nuisent. Pourquoi? Parce que nos systèmes organisationnels isolent les gens, leur demandent de faire dans un monde où les repères disparaissent. Donc, on leur demande de faire sans comprendre pourquoi, ou sans comprendre, ou en leur donnant un pourquoi qui est devenu insuffisant ou inadapté au monde qui, lui, s'est transformé. Alors, on demande à une personne ou à un groupe de faire des choses qui sont rattachées à des objectifs qui ne tiennent plus bien souvent ou qui ne suivent plus le changement. Qu'est-ce que ça fait? Bien, évidemment, perte de sens, perte de repères. Qu'est-ce que ça fait? Organisation qui contrôle plus, qui organise plus, qui planifie plus pour mieux y arriver, mais qui renforce l'isolement, qui renforce l'obligation de livrer, mais de livrer dans un monde où les repères disparaissent. Qu'est-ce que tout ça génère? Bien, ça génère, évidemment, une réaction psychologique totalement normale chez l'être humain. Quand on doit vivre dans un monde qui n'a plus de sens et qu'on n'a pas le choix, qu'on ne peut pas se pousser, eh bien, il y a une soupape du cerveau qui nous amène à développer une forme de cynisme. C'est quoi du cynisme? Ben, c'est les explications qu'on se donne pour survivre dans un monde qui n'a plus de sens. Hein? C'est « Ah, on sait bien, on accuse, on justifie, on ne s'attache plus aux choses parce qu'on nous a demandé de nous attacher et que ce n'était pas vrai ou que c'était plus vrai. » Tout ça, hein, on essaie de nous convaincre avec de la gestion du changement, c'est-à-dire cette science managériale où on tente par de la formation et par de la pédagogie et par de la communication de convaincre
les humains d'accepter des choses qu'elles n'ont pas choisies. Je suis un peu cynique ici, c'est mon cynisme à moi. Plutôt que d'amener les gens dans la marche pour comprendre le changement à venir et l'accepter lorsqu'il arrive. Donc, cynisme qui est une façon de survivre dans un monde qui n'a plus de sens, ce cynisme-là génère du désengagement. Alors, la perte de sens, plus nos structures traditionnelles, nos méthodes traditionnelles, génèrent du cynisme et déconnectent les humains de leur organisation et de leur raison d'être dans l'organisation. C'est grave. Alors, je reviens à Karlvik, plus chouette, qui nous parle de la création de sens. C'est-à-dire de la mobilisation, il nous parle du fait que la mobilisation collective requiert un but. On ne peut pas se mobiliser si on n'a pas de but. Et ce but-là, et la force du but et la nécessité du but, lui, se construit sur un sens partagé par le groupe qui aspire au but. Alors, si je n'ai pas de sens, je peux bien fixer un but sur papier, je peux bien me faire imposer un but. Si ça n'a pas de sens pour ceux qui ont à l'atteindre, il n'y aura pas d'énergie. Il n'y aura pas d'énergie. Donc, qu'est-ce que l'organisation va faire? On va intensifier les incitatifs, mais c'est artificiel. C'est très énergivore. Ça fait ce que moi j'appelle des organisations qui font du 40 litres au 100 km. On est loin de l'efficience ici, et d'efficacité. Donc, Karlvik nous parle des processus de création de sens. Karlvik parle de, je vais prendre le terme anglais pour relier un peu à ces notions, il nous parle de sense-making. Comment le sens se crée-t-il? Et la première chose qu'il va nous dire, c'est que le sens ne se construit pas dans l'intimité du cerveau. Ce n'est pas retiré dans notre coin à réfléchir qu'on génère du sens. Le sens, il se génère de façon sociale, sur deux axes. Il se construit par l'expérience. Je vis des choses, je fais des choses, j'ai des succès, j'ai des insuccès, j'apprends de mes succès et de mes insuccès. On appelle ça l'inaction. C'est-à-dire que je vis quelque chose, j'apprends, j'ajuste mon action. Je vis quelque chose d'autre, j'apprends, je transforme mon action. Parfait, on devient sage de cette façon par rapport à des expériences qu'on a eues. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si le monde dans lequel on a vécu ces expériences-là change? Mes expériences ne valent plus ou valent moins. Alors, comment je retisse du sens dans la nouvelle réalité? Alors, je dois recréer de l'expérience dans cette nouvelle réalité-là pour ajuster, pour énacter, pour prendre le terme de Vic. Bon. Donc, social dans le sens d'interaction, social dans le sens interhumain. Le sens collectif se crée à travers le dialogue, se crée à travers la coexploration d'une nouvelle réalité. Donc, comment on peut cesser de simplement agir comme des robots, mais plutôt regarder ce qu'il y a devant nous, provoquer de l'expérimentation, vivre des choses, se demander ce qu'on a vécu, voir qu'est-ce qui est plus comme avant, comprendre ce que le futur appelle, s'entendre sur ce qu'on sent comme humain, comme équipe, s'entendre sur les nouvelles façons, s'entendre sur ce qui ne fonctionne plus, s'entendre sur les nouvelles façons. Ça, ce sont des activités qui génèrent du sens, qui créent ce processus-là, idéactionnel-là, dont nous parle Vic dans la création de sens. Donc, le sens se construit entre les personnes et dans l'action. Bon, ça c'est chouette. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est des bouquins, c'est la théorie. Maintenant, comment on le vit dans l'organisation, c'est un peu la suite de ce dont je veux vous parler ce matin. Donc, comment retisser du sens collectif afin d'activer le mouvement? Sur quoi on peut bosser? Sur quoi on peut travailler? Où est-ce qu'on peut agir? Bien, on peut agir sur plusieurs aspects de notre organisation, pour commencer, ou aspects de notre collectivité. On peut agir sur les concepts partagés, sur les mots, sur le sens. On peut déjà se demander, est-ce qu'on entend les mêmes choses? Est-ce que les concepts sont les bons? Est-ce qu'on parle bien des choses? Est-ce que je comprends mon voisin? Est-ce que l'évolution choc qu'a vécu l'autre département a généré des réalités que je comprends dans mon département? Est-ce qu'on a pu se parler de ce qu'on a vécu? Okay? Donc, la langue, les métalangages, les concepts partagés,
Est-ce qu'ils sont fermes? Est-ce qu'ils sont cristallisés au sein du groupe? La culture collective, hein, la culture organisationnelle, comment, au-delà de la constater, peut-on la rendre visible? On va en parler dans quelques minutes avec certains outils. Comment rendre visible des éléments tacites de notre culture qu'on veut rendre explicites pour mieux en prendre soin? Quelles sont les valeurs partagées, les comportements valorisés dans notre organisation? Qu'est-ce qui est acceptable et plus acceptable? Si on passe d'une organisation qui était construite sur le contrôle par la présence, et qu'on passe dans une organisation où on contrôle par les résultats, bien, c'est quoi les comportements acceptables et inacceptables? C'est quoi notre culture? C'est quoi les valeurs autour de ça? Et là, on doit dépasser les 5 valeurs accrochées sur un tableau sur le mur, qui finalement fait partie de la tapisserie, qui ne veut plus rien dire. Hein, les valeurs de qualité, d'innovation, d'engagement, qui sont toujours les mêmes partout. On doit passer à un autre niveau. On doit passer à une autre façon de vivre nos valeurs et de les exprimer et de les énacter, c'est-à-dire de les vivre et de nous les voir vivre et d'apprendre d'en vivre. Bon. Philosophie de gestion. Quelles sont nos philosophies de gestion? Comment on veut vivre l'organisation? C'est quoi la place de la hiérarchie par rapport à la place des rôles? Comment on vit notre structure organisationnelle? On veut être en matriciel, on veut être en cercle, on veut être en structure hiérarchique. On parlait donc de contrôler la présence versus les résultats. Ce sont tous des philosophies de gestion. Quelles sont nos aspirations communes? On va en parler tout à l'heure aussi. Pourquoi je bosse dans cette organisation? Comment je change le monde dans cette organisation? Est-ce que les valeurs ou ce que l'organisation tente de faire correspond et a du sens pour moi? OK? Si pour moi, le but, c'est d'être dans une organisation à succès qui fait du fric et que c'est le but de mon organisation, ça va. Si mon but, c'est de bosser 40 heures par semaine pour changer le monde et que mon organisation ne change pas son monde, est-ce que je suis à la bonne place? Création de sens. Quels sont nos buts partagés? Est-ce que la façon de faire émerger des objectifs communs et de générer des buts dans notre organisation, est-ce que ces façons-là sont crédibles? Est-ce que les buts sont construits sur les bonnes choses? Est-ce que les processus pour les générer amènent les humains dans la même histoire? Ou est-ce qu'on a des buts qui sont générés pour raconter une histoire à des gens et les convaincre d'une histoire? Alors, est-ce que j'amène les gens dans une histoire ou est-ce que je veux les gaver et les convaincre d'une histoire? Les processus stratégiques traditionnels étaient des processus gavants, où on impose des choses. Les nouveaux processus stratégiques doivent nécessairement être des processus qui font émerger du sens collectif, cristallisent à la direction des choix que seuls encore les dirigeants vont prendre, mais cristallisent des choix qui vont libérer les équipes vers des objectifs qui ont du sens pour elles. Donc, on parle ici de zone de création de sens. Quelles sont les pratiques à mettre en place? Il y en a de toutes sortes et on va en voir dans les processus stratégiques dans quelques secondes. Donc, les approches dialogiques, donc le dialogue d'exploration commune. Identifier nos questions collectives plutôt que chercher que des réponses. Les questions, il faut surfer sur le dos des questions qui émergent devant nous. Et Francisco Varela a été le premier à nous en parler. Ce sont les questions qui nous habitent collectivement qui sont les plus importantes parce qu'elles nous informent sur ce qui est important et nous informent. Enfin, on se rallie autour des questions plus qu'autour des réponses. Ou à tout le moins, les questions, c'est le début. Quelles sont les questions qui nous animent, donc? Dialogue entre les structures, les processus, les normes, d'un côté, et l'action, la réalité, l'inattendu et l'action concrète de l'autre. Il y a les normes, il y a le système, tout ce bloc-là, ici, là, qui reste dans nos organisations. Et après, ben, il y a la vraie vie, comme on dit, la réalité, l'inattendu, l'action concrète. Il y a une déconnexion aujourd'hui entre ces éléments-là. Comment rapprocher ces réalités? Comment mieux les assembler pour qu'elles soient logiques et qu'elles aient du sens entre nous? Mon temps est révolu, mais j'en prends quelques secondes. J'y suis presque. Donc, la notion d'autonomie,
la notion d'écoute organisationnelle. Comment pouvons-nous écouter ce qui se passe dans notre organisation, écouter les personnes qui voient des phénomènes, des signaux faibles dans l'environnement ou sur le terrain, comment on peut les écouter pour faire remonter des signaux faibles plus rapidement chez les décideurs. Comment on peut délocaliser les décisions pour les ramener plus proches de ceux qui voient les changements et la réalité concrète. Toutes des questions importantes. Quels sont nos lieux de mise en commun et de développement de perspectives partagées? On se voit quand? On se voit qu'à la cafétéria? On se voit dans une grand-messe annuelle? C'est plus suffisant. Quels sont nos lieux de rencontre? Ou ce que Nodaka Takeuchi, dans The Knowledge Creating Company, le livre de gestion du changement des années 90, qui vaut encore, hein, ces deux-là, des Japonais parlaient de la création de ba, B-A, qui est un mot japonais qui veut dire lieu vide à remplir. Quels sont les lieux dans notre organisation que nous créons où les questions vont se poser, où les gens vont se nourrir, où le sens va se créer? Quelles sont les expériences signifiantes partagées? On vit des nouvelles choses, comment on partage les nouvelles expériences pour accélérer l'inaction de Carl Wick? Un département vit quelque chose de nouveau, comment on le partage pour que tout le monde puisse comprendre et être dans l'histoire? Quels sont les processus de maintien du sens partagé? Les processus de clarté stratégique que je vais vous exprimer ou pour vous présenter dans quelques secondes. Les nouveaux processus d'amélioration continue qui sont construits sur le partage dynamique d'expériences. Les processus de compagnonnage, les processus de communauté de pratique sont tous des processus qui existent souvent dans nos organisations, qui sont des cœurs de création de sens, mais qu'on doit cesser de mettre simplement sur l'accotement comme des processus à vivre sur les heures de midi ou le vendredi après-midi. Ce sont des processus clés pour permettre à nos personnes de vivre le sens, pour le saisir, pour le créer, pour le développer, pour le sentir. Alors voilà. Donc, Carl Wick, création de sens. Dans le fond, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui, dans mon organisation, stimule ou cultive ce sens partagé? Je vous invite à vous poser la question dans votre organisation. Et je terminerai ici en disant qu'en stratégie, le succès n'est plus dans le respect du plan. Et ça, nos dirigeants doivent le comprendre. Et les middle managers doivent le comprendre, et les gens sur le terrain qui voient un plan mais qui évoluent doivent le comprendre. Le succès n'est plus dans le respect du plan, mais plutôt dans la culture de repères communs qui vont nous permettre de faire évoluer le plan au fil de l'eau, qui vont nous permettre d'absorber les changements inattendus qui surviennent. Alors là-dessus, toutes sortes de choses à lire, fascinantes. Je vous invite à les explorer. Vous pourrez les télécharger ou aller sur les sites où sont les articles pour poursuivre votre exploration. Maintenant, 9 h au Québec, 9h06, j'ai besoin de 10 ou 15 minutes maximum pour compléter le tout. Je démarre les choses et je nous amène dans les processus stratégiques que l'on peut comprendre ou voir comme des processus et des exercices collectifs de création de sens. La différence entre un plan stratégique et un processus stratégique, c'est que le plan, c'est un bout de papier, et que le processus stratégique, c'est l'assemblage de tous les moments collectifs générés, mis en place, assemblés dans l'année pour faire émerger du sens, pour cultiver l'exploration, cultiver les questions, prendre des décisions, comprendre pourquoi on a pris des décisions et comprendre pourquoi on fait évoluer ces décisions. C'est la base de la stratégie dite émergente. Alors, pour ça, il y a différents outils que nous avons développés, que d'autres pourront avoir développés à leur façon. Je n'ai pas l'odieux de penser que j'ai une solution miracle ou que j'ai la meilleure façon, qu'on a la meilleure façon pour aborder les choses, mais on a notre façon qui fonctionne dans nos circonstances, avec nos clients, avec les organisations, avec les organismes, avec les gouvernements avec qui on travaille dans ces travaux-là ou avec ces façons. Alors, je vous présente quatre zones ou 4 aspects sur lesquels
quatre façons de voir le processus stratégique ou quatre dimensions du processus stratégique qui réellement permettent de cultiver le sens et de nourrir le sens. La première, c'est ce que nous, on appelle la maison organisationnelle et la vision organisationnelle. Alors, le premier travail qu'on a eu à faire, il est double, ou même voire triple. Le premier travail qu'on a eu à faire, c'est de permettre aux humains dans les organisations d'assembler les morceaux qui bougent, assembler les concepts, voir les choses. Ici, tout le monde se fait bombarder de concepts qui souvent sont hyper intéressants pour générer une réponse ou générer un élément de clarté, mais qui, quand on prend tous les concepts qu'on nous balance par la tronche, comme on va dire en France, tous ces concepts-là collés ensemble finissent par devenir un genre de foutoir qui crée de la confusion. Par exemple, la notion de modèle d'affaires. Ben, c'est hyper intéressant, un business model canvas et faire un modèle d'affaires. Hyper intéressant comme concept. Maintenant, un modèle d'affaires, ce n'est pas un plan stratégique. Ce n'est pas une vision organisationnelle. Ce n'est pas une mission ou une raison d'être. Un modèle d'affaires, ce n'est pas une architecture organisationnelle. Ce n'est pas une gouvernance opérationnelle non plus. Alors, comment assembler les morceaux? Assembler les morceaux sur nos façons de nous gouverner, nos façons de voir le futur, notre façon de faire les plans stratégiques, notre façon de cultiver nos expertises, notre culture interne. Ben, tout ça nous a poussé pour nous. Hein, c'est un outil qu'on s'est développé simplement pour pouvoir dialoguer avec nos partenaires. On a créé cette approche de la maison organisationnelle. La maison organisationnelle, c'est quoi? Ben, en fait, c'est simple, hein? C'est vraiment pour se parler. C'est un outil qui nous permet de mettre en commun ou en perspective les différentes façons de voir l'organisation. Je vous la résume rapidement, mais après ça, je vais aller à la notion de vision. L'espace bleu, en bas ici, c'est le socle organisationnel. OK? C'est ce qui fait que notre organisation fonctionne. Et à la rigueur, si le monde ne changeait pas et que notre organisation fonctionnait, on ne pourrait que rouler dans le bleu, hein, et l'histoire pourrait se poursuivre ad vitam aeternam si on était, nous, éternels humains et que le monde ne changeait pas. Donc, on a à la base le terreau, hein, qui est la culture organisationnelle, nos connaissances, nos expertises. Donc, ce qu'on est comme organisation, comme assemblage d'êtres humains. On a aussi, superposé à tout ça, un modèle d'affaires, une mécanique, des choix théoriques, mécaniques sur notre organisation. Qu'est-ce qu'on fait chez nous? Qu'est-ce qu'on impartit? À qui on offre de la valeur? Comment on découpe la valeur? Comment on découpe les clientèles? Comment on entre en communication avec elles? Quel est notre modèle financier? Extrêmement et fabuleusement intéressant. Le problème, c'est que si on ne fait qu'un modèle d'affaires, on reste sur papier. On n'a pas encore d'organisation. Pour avoir une organisation, on doit la matérialiser. La matérialiser dans une architecture d'affaires. Architecture d'affaires, c'est un gros mot, mais dans le fond, essentiellement, ce sont nos processus, nos technologies, nos outils, nos installations physiques. Alors, tout ce qu'il faut de non-humain pour que l'organisation fonctionne. On a aussi besoin d'une gouvernance opérationnelle. Qu'est-ce que c'est que la gouvernance opérationnelle? C'est une façon dont les humains interagissent et prennent des décisions ensemble et évoluent ensemble. Ça peut être directif, hiérarchique, ça peut être libéré et collaboratif, ça peut être matriciel, ça peut être une façon de vivre nos rencontres, nos réunions de façon collaborative avec des canevas de réunions plus collaboratifs ou plus directionnels ou je dirais, plus traditionnels. La gouvernance opérationnelle, ce sont nos modes opératoires pour transformer l'organisation. Donc, la gestion par projet et associée avec des processus est une façon de gouverner les opérations, d'assembler des êtres humains. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a des humains qui savent travailler ensemble dans un système de processus, d'outils et d'infrastructures pour réellement faire vivre l'organisation. Alors là, c'est le bas de ma maison organisationnelle. En haut, on a la vision.
Et là, on a eu à réinventer la notion de vision d'organisation. Vous savez, la vision traditionnelle en stratégie, c'est une vision qui est très égotique. OK? On veut être les leaders, on veut être les meilleurs, c'est nous par rapport au monde. Et là, ce qu'on a voulu faire, c'est de développer des processus de visioning qui ramènent le collectif d'individus dans une réalité humaine plus large pour créer du sens. C'est un de nos principaux outils de création de sens. On a aujourd'hui plusieurs dizaines de processus de vision faits avec nos clients sur 3, 4, 5, 6 mois de travail en impliquant chez certains clients 100, 200, 300 personnes, chez d'autres 30 personnes, chez d'autres 50 personnes, OK, pour faire émerger le sens. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette notion-là de vision ici? Alors, il y a 3 composantes que je vous résume rapidement. Premièrement, il y a des tendances lourdes, c'est-à-dire où va le monde. Puis, on sait qu'il est incertain, mais quand même, il y a des grandes tendances lourdes qui bougent lentement. Et qu'on n'existe ou pas comme organisation, ces tendances-là vont avoir lieu. Est-ce qu'on peut avoir une lecture collective de ces tendances? Est-ce qu'on est en mesure, comme équipe, de voir ce qui change dans le monde et qui va nous impacter, nous influencer, qu'on le veuille ou pas? Avons-nous une acceptation, une lecture collective? Ce n'est pas une question d'opinion aussi, c'est une question de fait. Qu'est-ce qui bouge? Donc, quelles sont les tendances lourdes? Il y a toutes sortes d'activités autour de l'exploration des tendances lourdes qu'on peut faire. Deuxièmement, quelle est l'aspiration des leaders? Et ici, je ne parle pas que des dirigeants, je parle des leaders. Ça peut être, oui, que les dirigeants ou que les propriétaires, mais ça peut aussi être l'ensemble des leaders d'une organisation. À quoi aspire-t-on? Quels sont nos rêves? Pourquoi je viens bosser ici? Qu'est-ce que je rêve de réaliser à travers mon action professionnelle? Qu'est-ce que je veux accomplir? Comment je veux changer le monde? Alors ça, c'est la dose d'énergie qu'un humain, qu'une collectivité d'humains est prête à appliquer pour réellement atteindre ses objectifs. Troisièmement, on parle de raison d'être ou de purpose. La raison d'être de Simon Sinek, OK, dans le why. On ne parle plus de mission organisationnelle. Une mission, c'est très guerrier en fait aussi. Ça vient du monde du compliqué. On a une mission. Ben, on aime mieux parler d'une raison d'être. Une raison d'être, c'est quoi? C'est ce que nous, on amène au monde. Si on n'existait pas, qu'est-ce que le monde n'aurait pas? Si on n'existait pas, qu'est-ce que ma collectivité n'aurait pas? Si on n'existait pas, qu'est-ce que les humains qui font partie de mon organisation ne vivraient pas? À quoi servons-nous? Donc, le monde qui change avec les tendances lourdes, plus nos rêves, plus notre raison d'être, égale notre vision organisationnelle. Alors, l'énoncé de vision devient que la pointe d'un iceberg beaucoup plus profond. Alors, comment créer du sens à travers la maison organisationnelle, voir clair? Bien, c'est en ayant une vision claire, en magnifiant nos opérations et notre façon de voir les choses et d'opérer, mais surtout en cultivant un processus stratégique qui va permettre de relier notre passé, ou notre présent plutôt, à notre futur. Alors, quel est notre plan 3 ans? Quelles sont nos aspirations collectives vers notre vision? Quels sont les décalages dans notre réalité actuelle? Et quels sont les plans pour y arriver? Donc, ça, c'est la maison organisationnelle qui permet quand même de donner du sens au collectif sur notre façon de voir la suite. Premier point. J'accélère. Deuxième point, lui, je vais le faire rapidement, c'est la notion d'altitude. La notion d'altitude, elle est fondamentale. On se rend compte quand on interagit avec des organisations que les gens tournent en rond sur des questions où les altitudes ne se rencontrent pas. Les gens ne se rencontrent pas aux mêmes altitudes. Il y a des niveaux de questions. Et là, je vais parler de pieds ou de mètres pour mes amis français. Il y a des questions à 15 000 mètres, 15 000 pieds d'altitude, des éléments de vision. Il y a des questions à 10 000 mètres d'altitude qui sont, par exemple, de l'ordre du modèle d'affaires. Il y a des questions à 3 000 mètres d'altitude qui sont de l'ordre du plan 3 ans. Il y en a qui sont à 300 mètres d'altitude qui sont dans le plan annuel et dans les plans départementaux. Et il y en a qui sont de l'ordre du quotidien, c'est-à-dire à 30 mètres d'altitude. La mise en œuvre, la vraie vie quotidienne, le choc des opérations. Alors, bien souvent, ce qu'on voit,
c'est des réalités où on doit prendre des décisions, par exemple, à 300 mètres d'altitude dans l'année, mais comme on n'a pas résolu des questions à 15 000 mètres d'altitude ou que notre modèle d'affaires n'a pas vraiment été discuté, on tourne en rond à 300 pieds d'altitude ou à 300 mètres parce que ceci n'est pas clair. Et parce qu'on n'a pas la table annuelle, ce n'est pas la bonne table pour changer le modèle d'affaires ou pour recasser le modèle d'affaires, mais on doit prendre une décision qui dépend d'un changement ici. Alors là, il y a un genre de rupture. Et qu'est-ce qui se passe? On tourne en rond, on prend des demi-décisions, on prend des décisions extrêmement importantes trop rapidement parce qu'on en a besoin pour agir. Alors là, on mélange les attitudes. Donc, remettre les bonnes choses au bon endroit est probablement une des façons les plus utiles pour avancer. Finalement, je vous présentais il y a quelques secondes ici des éléments. Nous, on utilise maintenant des cartes stratégiques. Des cartes stratégiques, c'est une page pour raconter l'histoire stratégique de l'organisation. Une page pour voir où on va dans 3 ans. Une page pour voir de ce 3 ans-là, qu'est-ce qu'on veut accomplir cette année. Et une page pour voir comment dans mon département, dans mon cercle, dans mon équipe, je vais contribuer à l'activité collective et aux objectifs collectifs. Donc, 3 zones de création de sens, 3 niveaux, mais sur une page pour se rallier. Ça, c'est la carte stratégique que je passe rapidement. Finalement, on a aussi développé énormément d'outils pour rendre visible la culture de notre organisation. Et je vais terminer là-dessus. Et ça, nous, on appelle ça la boussole culturelle. Il y a toutes sortes d'éléments qui composent notre culture organisationnelle qui sont invisibles. Et je vous en donne quelques-uns. Hein? Notre histoire, nos origines, qu'est-ce qui nous a créés comme organisation, nos héros passés et présents, ils expriment une partie de notre culture. Quels sont nos rituels, nos codes, nos valeurs? On a des rituels, des façons de faire. Ça fait partie de notre culture. Souvent, c'est tacite, ce n'est jamais écrit, c'est pas souvent écrit. Quels sont nos idéaux, nos rêves, nos legs, nos mythes? Quelles sont nos croyances? Ce que je vais appeler nos lieux de culte, les places où vraiment on se rencontre, nos comportements favorisés. Tout ça, ce sont des éléments de création de sens qui sont dans notre culture, mais souvent qui sont enfouis, qui ne sont pas nommés, qui prennent du temps à arriver et à être expliqués. Et tout ça, on le matérialise dans ce qu'on appelle, nous, un manuel de l'impact, c'est-à-dire le manuel d'une organisation qui présente sa culture, qui la magnifie, qui la rend vive pour permettre à chacun de vibrer à des choses communes. Donc ça permet de rendre plus vivant et plus réelle la culture d'une organisation. C'est un autre outil. Ce n'est pas parfait, mais ça fonctionne quand même assez bien. On l'a expérimenté plusieurs fois. Donc ici, plusieurs articles pour un peu aller au gré de ce que je vais vous présenter. Principalement des articles sur la stratégie émergente, sur la notion d'horizon, hein, les horizons 1, 2, 3, donc 0, 3 ans, 4 à 7 ans, 7 à 15 ans, comment assembler tout ça. Qu'est-ce qu'un bon processus stratégique? Passer du why, hein, donc du purpose, donc du pourquoi donc du why au comment, mais aussi en même temps de la mission au pourquoi je veux changer le monde, au comment je vais changer le monde. Article extrêmement intéressant. Alors, je résume, on est dans un monde complexe. Je pense que vous l'avez compris. La COVID a accéléré des choses, mais nous impose des questionnements collectifs. Il y a des façons de générer du sens et de reconstruire des repères, mais on ne peut pas ignorer que ces repères-là ont été mis à mal et doivent être recréés, sous peine qu'ils ne se créent dans des sous-groupes qui vont s'opposer. Donc, il y a un réel travail à faire, sinon on va se le prendre par la gueule. Et finalement, il y a quand même des outils, des moyens à mettre en place que nos organisations doivent apprendre à maîtriser pour comprendre cette réalité-là et l'accompagner et la rendre visible dans nos organisations. Donc, voilà pour ça. Si vous voulez continuer à lire, je vous envoie le lien. Vous avez aussi toutes sortes d'autres articles sur notre blog que vous pouvez aller chercher. Vous allez pouvoir cliquer ici et aller sur notre blog pour lire un petit peu plus.
mais essentiellement, c'était le résumé de ma thèse ce matin. J'espère que vous comprenez à quel point le sens est essentiel au mouvement. Voilà. Maintenant, il nous reste 7 minutes. C'est court, mais est-ce que vous avez des questions, des idées, des choses à partager qui pourraient être intéressantes? Ce faisant, je vous partage en même temps aussi le lien et ce qui va vous permettre d'accéder au Miro et d'aller retélécharger ou de télécharger certaines des sources qu'on a ici. Donc, je mets ça à l'instant dans le partage, mais je suis ouvert aux questions qui peuvent vous intéresser ou qui pourraient nous amener plus loin ensemble. Questions, commentaires, remarques? Je vous ai choqué, je vous ai percuté. Ça m'intéresse. Il n'y a pas de gêne. Sinon, j'ai obligé ceux que je connais à parler. Comme mon ami Cyril, que je viens de voir. Salut Cyril, ça fait longtemps. Muriel, je voudrais, Muriel Davis, non, Muriel. Philippe, je voulais dire merci parce qu'en fait, tu as parlé d'énormément de sujets sur lesquels on travaille, sans y mettre de connotation politique ou sur les tendances actuelles un peu. Et du coup, ça permet de les faire passer beaucoup plus facilement. Et merci, ça donne plein d'idées. Merci beaucoup. Ah, super. J'ai hâte de te revoir. D'autres questions, commentaires, remarques, exclamations? Il nous reste 5 minutes. Salut Jacques, content de te voir aussi. Hubert. Je prendrai la parole à ce moment-là. Bonjour. Oui. Bonjour. Elisabeth Farinacci, Université TELUC à Québec. En fait, moi, je ne vous dirais pas merci, je vous dirais, mon Dieu, tout le travail qu'on a à faire, c'est hallucinant. En fait, hein, ça fait mal, oui. Ben, c'est oui, merci, parce que ça confirme bien des choses. Mais je me dis, mon Dieu, on a tellement de choses à nommer et à adresser dans une organisation. Puis c'est nécessaire de le nommer pour comprendre où on veut aller. Puis je trouve que vous mettez beaucoup le doigt là-dessus. Aussi sans jugement, parce qu'on a tous des cultures différentes dans une organisation. Mais je n'ose pas vous dire merci. Je suis comme pas découragée, au contraire, c'est une grande motivation. Mais grand Dieu, il y a de l'ouvrage à faire. Oui. Bien, je dirais que, donc, il faut adopter une attitude, je veux dire, résiliente et que je vais qualifier de bouddhiste. Hein? C'est-à-dire que, 1, il faut accepter l'impermanence des choses. 2, il faut accepter qu'on n'aura pas de certitude. 3, il faut comprendre que c'est le bien-être de l'être humain qui va nous permettre d'avancer dans tout ça. Et 4, moi, ce qui m'aide dans ça, par Elisabeth, parce que j'ai le même vertige, c'est qu'il faut fonctionner de façon itérative. Ça ne peut pas être linéaire. Il faut, moi, je vois toujours une spirale montante. OK? Donc, à chaque tour de roue qu'on fait, à chaque itération, à chaque petite chose qu'on change et qu'on voit faire partie du plus grand objectif, à chaque pas, il faut le nommer, il faut le voir, il faut comprendre qu'on avance. Puis ça donne du courage, puis ça provoque des accélérations. Puis bon, ça nous aide à vivre. En tout cas, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Merci infiniment. Je prendrai un peu dans cause tous les matins avant de commencer. C'est gentil, c'est super, ça fait plaisir. D'autres commentaires? Il nous reste 2 ou 3 minutes. Bonjour Philippe. Salut. Je ne me permettrai pas de poser de questions. Oui, ça va super bien. Et toi? Ben oui, il faut qu'on se prenne un apéro, là. Oui, c'est vrai. Ben, peut-être pas à cette heure-ci, quoi. Non, pas pour moi, en tout cas. Pas encore. Non, mais je suis arrivé trop en retard, je ne me permettrai pas de poser de questions idiotes. Donc, t'en as une question? Non, je te disais, je suis arrivé trop en retard. Ah, bon, ben tu écouteras l'enregistrement parce qu'il va être disponible. Exactement. Donc, je t'oblige, c'est toi qui payes l'apéro en distance. Ça marche. Et on en discutera. OK, ça marche. Bon, il reste 2 minutes. Toujours ouvert. Là, tous ceux qui ne parlent pas me font dire que j'aurais pu parler plus. Donc, faites-moi plaisir.
poser une question. Bon, ben, c'est la vie, ça va. Victorine, comment les réactions de votre côté au saisie, l'équipe, comment ça vibre? Tu leur as bouché un coin. Ah ouais. Je ne sais pas si ça se dit en québécois, mais tu les as. Ils sont réflexifs. Quel coin? En réflexion. Bon, ben à ce moment-là, ce qu'on pourra faire pour ceux du saisie qui auraient le goût, ce que je vous offre, c'est 1 heure ou peut-être même 2 plus tard, un autre tantôt qu'on conviendra avec Victorine pour revenir sur ce que vous avez entendu. Une fois que vous aurez digéré, réfléchi, on va essayer d'appliquer tout ça. Et quand on va se revoir, la promo aussi pour avancer dans la gestion de la complexité ensemble et dans les sociodynamiques organisationnelles, ben, je vous invite à déjà arriver avec des questions, des idées. Il y a de la matière à digérer, mais je vais en profiter quand on va se rencontrer. Ok, j'ai 2 questions. Ils sont OK. C'est une bonne initiative. Merci pour ton initiative, Philippe. Il y en a un qui a beaucoup. Bon. Il y a une personne qui aura beaucoup de questions Non, 2 pour questions. toi. Vas-y, 2 questions. C'est beaucoup. 2 questions qui nécessiteront un long temps de réponse. Oh, je sais Ben, pas. c'est super. Et Il veut dire qu'on n'a pas le temps. 1 à 2 heures, ce sera parfait. Ah bon. C'est bon. Vas-y, t'as bien le temps de poser la question. 2 heures la première question. Ben, écoutez, vous savez que ça ne sera pas difficile pour moi d'improviser sur 2 heures. Pour ça, ça me va très bien. Merci. Si on se souhaite des bonnes questions. Merci tout le monde. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée et une belle suite de congrès virtuels. Yes. Merci Philippe. Au revoir. À bientôt. Hey, bye bye, Hubert. Bientôt. Au revoir, merci. Merci.